juste au moment où j'allais récupérer mon sac à main oublié, le gérant du bistrot m'a saisi la main, a verrouillé la porte de son bureau et a murmuré, le visage livide, « S'il vous plaît, soyez forte, madame. Ne criez pas et ne vous évanouissez pas après avoir vu cet enregistrement des caméras de surveillance. » Ce que mon mari a fait dans cette vidéo m'a fait tomber à genoux, sans aucune force. Avant que l'histoire ne commence, je vous invite à écrire dans les commentaires de quelle région de France ou du monde vous suivez ce récit. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à grandir et à vous présenter des histoires encore plus captivantes. Ce soir-là, l'atmosphère à l'intérieur du bistrot gastronomique étoilé, niché dans un pittoresque village de Provence, était chaleureuse et des plus agréables. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée qui se reflétait magnifiquement sur la vaisselle en porcelaine et les verres en cristal finement disposés. À l'une des tables rondes, située dans un coin assez intime de la salle, étaient assises 4 personnes qui semblaient former la famille la plus heureuse du monde. Des rires cristallins fusaient de temps à autre, rompant le silence de la musique classique qui jouait doucement en fond sonore. Manon était assise à côté de son mari, Lucas. La jeune femme portait une élégante robe de créateur dans des tons pastels qui lui donnaient un air à la fois distingué et simple. Son magnifique visage rayonnait de bonheur, bien que de fines lignes de fatigue soient à peine visibles sous ses yeux. Cette soirée était spéciale car il célébrait le 3e anniversaire de mariage de Manon et Lucas. C'était aussi une petite célébration de gratitude, car la santé de Manon s'était progressivement améliorée après qu'elle se soit plainte fréquemment de violents maux de tête au cours du dernier mois. En face d'eux était assise Monique, la mère de Lucas, et une jeune femme nommée Chloé, qui avait été présentée comme la sœur adoptive de Lucas depuis l'enfance. Monique souriait largement en regardant sa belle-fille avec un regard qui semblait rempli d'affection. La femme d'âge mûr portait son plus beau tailleur-jupe, agrémenté de bijoux en or assez ostentatoires à ses poignets. Chloé, assise à côté de Monique, semblait également joyeuse. De temps en temps, elle servait du vin dans le verre de Manon avec une attitude très polie et serviable. Lucas, le mari séduisant à l'allure noble, ne cessait de porter son attention sur Manon. Il coupait la viande dans l'assiette de Manon en petits morceaux pour que sa femme puisse la manger plus facilement. Chaque mouvement de Lucas dénotait une profonde affection qui aurait rendu jaloux quiconque l'aurait vu. Manon se sentait la femme la plus chanceuse du monde. Elle avait hérité d'une grande entreprise de son défunt père et avait maintenant un mari qui n'était pas seulement dévoué, mais qui l'aimait aussi pour ce qu'elle était, et non pour sa fortune. Lucas caressa doucement le dos de la main de Manon et lui demanda à voix basse si le repas était bon. Manon hocha la tête avec enthousiasme en souriant doucement. Elle dit que la nourriture était délicieuse, mais que ce qui rendait tout plus agréable était la présence de ses proches autour d'elle. Monique intervint avec des éloges, disant que Manon était une bonne épouse et méritait tout ce bonheur. Chloé ajouta également qu'elle admirait beaucoup l'harmonie du foyer de son frère adoptif. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte et le dîner prit fin. Le serveur vint débarrasser la table et Lucas sortit immédiatement sa carte de débit pour payer l'addition, sans même laisser Manon sortir son portefeuille. Lucas insistait toujours sur le fait qu'en tant que chef de famille, il devait assumer les frais du dîner. Bien que tout le monde sût que la richesse de Lucas n'était pas comparable à l'immense fortune de Manon, cette attitude responsable de Lucas était ce qui faisait que Manon l'aimait encore plus. Une fois le paiement effectué, les 4 se dirigèrent vers le parking. Le vent nocturne de la région soufflait assez fort. Lucas enleva rapidement sa veste et la posa sur les épaules de Manon pour que sa femme n'ait pas froid. Monique et Chloé marchaient devant eux, bras dessus bras dessous, tout en riant doucement en parlant de quelque chose. En arrivant à la voiture de luxe noire de la famille, Lucas ouvrit la portière pour Manon comme si elle était une princesse. La voiture quitta l'enceinte du bistrot. L'ambiance à l'intérieur du véhicule restait emplie de rires et de plaisanteries. Cependant, après environ 15 minutes de route, alors que la voiture s'apprêtait à entrer sur l'autoroute A6, Manon sursauta brusquement. Ses mains tâtonnèrent les côtés de son corps et le siège passager. Son visage, auparavant joyeux, se crispa soudainement de panique. Elle se rendit compte que son sac à main de marque en cuir n'était plus sur ses genoux. Le sac contenait son téléphone portable, son portefeuille et plusieurs documents d'identité importants qu'elle emportait toujours avec elle. Manon informa Lucas d'une voix inquiète qu'elle avait oublié son sac. Lucas arrêta immédiatement la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence avec calme, rassura sa femme et proposa de faire demi-tour. Cependant, Manon regarda l'horloge sur le tableau de bord, puis se tourna vers la banquette arrière. Elle vit Monique qui semblait déjà somnolente et fatiguée.
Manon se sentait mal de faire passer plus de temps sur la route à sa belle-mère juste à cause de sa négligence. Manon décida finalement de retourner seule au bistrot en utilisant un taxi. Elle demanda à Lucas de continuer à raccompagner Monique et Chloé chez Monique d'abord, puis de passer la chercher ou de l'attendre à leur maison de campagne. Lucas refusa d'abord et insista pour l'accompagner, mais Manon convainquit son mari qu'elle s'en sortirait. Manon argua que le bistrot était sûr et qu'elle n'avait besoin que d'un instant pour récupérer son sac. Finalement, à contre-cœur, Lucas accepta, appela un taxi pour Manon et attendit que le véhicule arrive pour la prendre en charge. Dans le taxi qui la ramenait au bistrot, Manon réfléchissait. Elle se sentait stupide d'avoir été si négligente en laissant des objets de valeur, mais d'un autre côté, elle souriait en se rappelant à quel point Lucas avait été attentionné. Elle était reconnaissante d'avoir un mari qui honorait tant sa mère. Manon imaginait son bel avenir. Peut-être serait-il bientôt béni par un enfant pour compléter le bonheur de leur petite famille. Le taxi s'arrêta juste devant le hall du bistrot. L'ambiance du lieu était beaucoup plus calme qu'auparavant. Certaines lumières à l'avant avaient déjà été éteintes car l'heure de fermeture approchait. Manon entra précipitamment. Elle espérait que son sac serait toujours à sa place et n'aurait pas été déplacé par le personnel de nettoyage. Elle se dirigea vers la table dans le coin où ils avaient dîné lorsque, à peine la porte principale franchie, un homme d'âge mûr en costume impeccable s'approcha soudainement d'elle. Cet homme était Stéphane, le gérant du bistrot qui les avait accueillis à leur arrivée. Cependant, cette fois, l'expression de Stéphane était très différente. Il n'y avait pas de sourire aimable ni de salut de bienvenue chaleureux. Son visage était tendu, pâle, et ses yeux dénotaient une profonde gravité. Des sueurs froides perlaient sur ses tempes. Stéphane se posta directement devant Manon, lui barrant le chemin vers la table. Avant que Manon ne puisse poser une question, Stéphane saisit le bras de Manon poliment, mais sa poigne était assez forte, comme s'il la retenait pour qu'elle ne s'enfuit pas ou ne s'évanouisse. D'une voix basse et tremblante, Stéphane s'excusa pour ce manque de courtoisie. Cependant, il souligna qu'il y avait quelque chose de très urgent que Manon devait savoir à ce moment précis. Manon était confuse et tenta de se dégager en demandant où était son sac. Stéphane ne répondit pas directement à cette question. Au lieu de cela, il conduisit Manon vers une porte à côté du comptoir de la réception sur laquelle était inscrit « Le bureau du gérant ». Manon commença à avoir peur. Elle pensa qu'un vol ou quelque chose de grave avait pu se produire. Cependant, le regard perçant de Stéphane la convainquit d'obéir. Ils entrèrent dans le petit bureau. Les murs étaient tapissés de moniteurs affichant les enregistrements des caméras de sécurité sous divers angles du bistrot. Stéphane ferma immédiatement la porte à clé de l'intérieur. Le son de la clé tournant dans la serrure fit battre le cœur de Manon à tout rompre. Elle recula d'un pas, sur ses gardes. Elle demanda d'une voix tremblante ce que tout cela signifiait et pourquoi on l'avait emmenée dans une pièce fermée. Stéphane prit une profonde inspiration, essayant de se calmer avant de parler. Il regarda Manon droit dans les yeux. Il dit qu'il devait lui montrer quelque chose que la caméra de sécurité avait enregistré au-dessus de sa table. Stéphane demanda à Manon de se préparer, d'être forte et de promettre de ne pas crier ni de s'évanouir après avoir vu ce qui allait être affiché sur l'écran du moniteur. Stéphane affirma que ce que Manon allait voir changerait toute sa perception de la vie concernant les personnes avec qui elle venait de dîner. Avec des mains légèrement tremblantes, Stéphane appuya sur un bouton du clavier de son ordinateur. Manon se tenait figée devant le bureau de Stéphane. Ses yeux étaient rivés sur le plus grand moniteur au centre de la pièce. La vidéo montrait un enregistrement de haute qualité qui se concentrait sur la table numéro 12, où Manon et sa famille avaient dîné environ 20 minutes plus tôt. Dans le coin de l'écran, l'horodatage indiquait le moment exact avant qu'il ne quitte le bistrot. Stéphane expliqua qu'il effectuait une vérification de routine des caméras lorsque ses yeux avaient capté des mouvements suspects à cette table. Il demanda à Manon de prêter une attention particulière au moment où elle s'était excusée pour aller aux toilettes se rafraîchir avant de rentrer. Sur l'enregistrement, on voyait la chaise de Manon vide. Seuls Lucas, Monique et Chloé restaient à table. Au début, leur interaction semblait normale, mais quelques secondes après que le dos de Manon ait disparu du champ de la caméra dans la salle à manger, l'attitude de Lucas changea radicalement. Le sourire chaleureux qui ornait toujours son visage disparut instantanément, remplacé par une expression froide et calculatrice. On vit Lucas regarder à droite et à gauche pour s'assurer qu'aucun serveur n'observait leur table. Manon retint son souffle en voyant la main de son mari se déplacer rapidement pour saisir son sac à main qui était sur la table.
Le cœur de Manon sembla s'arrêter de battre. Elle vit Lucas ouvrir le sac avec dextérité, comme s'il connaissait par cœur l'emplacement de chaque objet à l'intérieur. Lucas sortit un petit flacon blanc. Manon reconnut le flacon, c'était la bouteille de vitamines et de suppléments de fer qu'elle emportait toujours et prenait régulièrement chaque soir sur les conseils du médecin en raison des étourdissements dont elle souffrait souvent. Sur l'écran du moniteur, Lucas ouvrit le couvercle du flacon de vitamines. Sans la moindre hésitation, il vida tout le contenu des capsules de vitamines réelles sur une serviette en papier qu'il avait déjà préparée sur ses genoux. Puis il froissa la serviette avec les vraies vitamines et la fourra dans la poche de sa veste. Une fois le flacon vide, Lucas plongea la main dans la poche de son pantalon et en sortit un petit sachet en plastique contenant d'autres pilules dont la forme et la couleur étaient presque identiques aux vitamines de Manon. D'un mouvement de main très rapide et entraîné, Lucas versa les pilules étranges dans le flacon de vitamines de Manon. Il referma le flacon, le secoua doucement pour qu'il paraisse normal et le remit dans le sac de Manon à la même position exacte qu'auparavant. Tout le processus s'était déroulé en moins d'une minute. Manon porta la main à sa bouche, réprimant le cri qui voulait s'échapper. Les larmes commencèrent à monter à ses yeux, mais elle se força à continuer de regarder. Le plus douloureux se produisit ensuite. Manon vit Monique, la femme qu'elle avait toujours considérée comme sa propre mère, assister à tout l'acte de Lucas. Au lieu de l'interdire ou d'être surprise, Monique se couvrit la bouche tout en gloussant. Le corps de Monique était secoué par le rire. Puis, Monique fit un geste qui fit bouillir le sang de Manon. La vieille femme inclina la tête, roula des yeux et agita les mains au hasard, imitant les mouvements d'une personne atteinte de troubles mentaux ou désorientée. Monique désigna la chaise vide de Manon tout en continuant à imiter les mouvements d'une folle. Chloé, la douce sœur adoptive, fut vue approchant son visage de l'oreille de Lucas. Bien qu'aucun son ne puisse être entendu de l'enregistrement de la vidéosurveillance, le mouvement des lèvres et l'expression faciale de Chloé montraient un soutien total. On vit même Chloé tapoter fièrement l'épaule de Lucas, comme pour louer le succès d'un grand plan. Les trois levèrent leur verre et trinquèrent discrètement juste avant que Manon ne réapparaisse de la direction des toilettes sur l'enregistrement vidéo. La vidéo se termina. L'écran du moniteur s'assombrit. Le bureau de Stéphane fut plongé dans un silence terrifiant. Seul le léger bourdonnement de la climatisation et la respiration haletante de Manon se faisaient entendre. Manon sentit son monde s'effondrer, ses jambes fléchir et elle faillit tomber. Elle se retint de justesse au bord du robuste bureau en bois devant elle. Elle se sentait étourdie, nauséeuse et trahie de la manière la plus vile. Le mari, la belle-mère et la belle-sœur qu'elle entretenait et aimait se sont avérés être une meute de loups déguisés en agneaux. Stéphane approcha rapidement une chaise et invita Manon à s'asseoir. Il sortit ensuite un petit flacon du tiroir de son bureau et le posa devant Manon. C'était le flacon de vitamines originales de Manon. Stéphane expliqua qu'après le départ de la famille de Manon, il avait immédiatement ordonné au personnel de nettoyage de vérifier les poubelles des toilettes des hommes, car il avait vu Lucas s'y rendre avant de partir. Ils avaient trouvé la boule de serviette avec les vraies vitamines que Lucas avait jetées. Stéphane parla alors d'un ton sérieux. Il dit qu'il avait une formation en pharmacie avant de changer de profession pour devenir gérant de bistrot. Il expliqua que les pilules que Lucas avait mises dans le flacon de Manon n'étaient pas un poison qui tuait instantanément, mais un type de drogue illégale appartenant à la catégorie des psychotropes puissants. Ce médicament a des effets secondaires terribles s'il est consommé régulièrement par une personne en bonne santé. Les effets du médicament incluent des hallucinations visuelles et auditives, une anxiété excessive, de la paranoïa, de la confusion et même une perte de conscience de la réalité. Stéphane souligna que leur objectif n'était pas de tuer Manon, mais de la faire paraître folle. Les symptômes de vertige et de maux de tête que Manon avait ressentis le mois dernier étaient très probablement les effets initiaux de l'administration de petites doses de ce médicament, peut-être mélangé à sa nourriture ou à sa boisson à la maison. Manon resta silencieuse, traitant toutes ces informations. Les fragments d'événements étranges des dernières semaines commencèrent à s'emboîter dans son esprit. Elle entendait souvent des chuchotements la nuit qu'elle pensait être des hallucinations. Elle sentait souvent qu'il y avait des ombres de personnes dans les coins de la pièce. Elle oubliait souvent où elle mettait les choses. Il s'avère que tout cela n'était pas dû à une maladie, mais à une manipulation chimique introduite dans son corps par la personne qui dormait à ses côtés chaque nuit. Lucas voulait la rendre folle. Manon comprit le motif derrière tout cela. Si Manon était déclarée mentalement incompétente, médicalement ou légalement, alors le droit d'administration de tous les actifs de l'entreprise et de l'héritage de son père tomberait entre les mains de son tuteur le plus proche, c'est-à-dire son propre mari.
Ils voulaient se débarrasser de Manon et profiter de sa richesse sans avoir à devenir des assassins. Le plan était si soigné et diabolique. Soudain, le téléphone portable de Manon, qu'elle avait posé sur la table, vibra fortement. Le nom, mon mari, apparut à l'écran avec une photo de profil de Lucas souriant largement. Manon regarda le téléphone avec un regard perdu entre la haine et le dégoût. Elle ne voulait pas répondre, elle voulait courir, elle voulait crier, elle voulait dénoncer cela à la police tout de suite. Cependant, Stéphane retint la main de Manon qui s'apprêtait à rejeter l'appel. Stéphane secoua doucement la tête. Il conseilla à Manon de ne pas être imprudente. Si Manon les confrontait maintenant sans une préparation mûre, il pourrait s'en sortir. Il pourrait se débarrasser des preuves. Et Manon, qui était sous l'influence des drogues, si elle en avait déjà pris auparavant, serait facilement accusée d'avoir un épisode ou d'être hystérique. La position de Manon était faible devant la loi s'il n'y avait pas de preuves concrètes. En plus de cet enregistrement de vidéosurveillance. Stéphane dit à Manon de répondre au téléphone et d'agir aussi normalement que possible. Il lui demanda de commencer la meilleure performance de sa vie. Manon devait prétendre ne rien savoir. Manon devait leur faire croire que leur plan se déroulait sans accroc. De cette façon, Manon pourrait rassembler plus de preuves et renverser la situation le moment venu. Manon prit une profonde inspiration, essuya brusquement ses larmes et ajusta le ton de sa voix pour qu'elle ne sonne pas rauque. Elle appuya sur le bouton vert de l'écran du mobile et le porta à son oreille. La voix de Lucas se fit entendre de l'autre côté, pleine d'une fausse préoccupation qui sonnait maintenant répugnante aux oreilles de Manon. Lucas demanda si Manon avait déjà trouvé son sac et si elle avait besoin qu'on vienne la chercher. Manon répondit d'une voix qu'elle fit paraître un peu faible, mais calme. Elle dit que le sac avait été retrouvé, qu'elle l'avait laissé à la réception. Elle dit qu'elle attendait un taxi pour rentrer chez elle et demanda à Lucas de ne pas s'inquiéter. Manon raccrocha rapidement avant que ses émotions n'explosent. Elle regarda Stéphane et hocha la tête fermement. Stéphane tendit le flacon de vraie vitamine à Manon et lui dit de le garder précieusement comme preuve comparative. Il lui rappela également de prendre le flacon qui était dans son sac maintenant, celui contenant les drogues hallucinogènes, mais de ne jamais les prendre. Manon prit son sac que Stéphane avait sécurisé dans le tiroir inférieur du bureau. Elle serra le sac contre elle, non pas par peur de perdre ses affaires, mais comme un bouclier. Cette nuit-là, Manon quitta le bureau de Stéphane, non plus comme une épouse naïve et faible. Elle sortit avec le feu de la colère brûlant dans sa poitrine, mais soigneusement dissimulé derrière un visage calme. La guerre avait commencé, et Manon jura qu'elle ne les laisserait pas gagner. Elle retournerait dans la maison qui ressemblait maintenant à un nid de serpents. Prête à jouer son rôle dans cette pièce mortelle, le taxi transportant Manon s'arrêta juste devant le portail de la maison de campagne à 2 étages en Touraine qui avait été son foyer avec Lucas. La maison paraissait majestueuse et accueillante avec un petit jardin à l'avant, un symbole de succès et de bonheur conjugal que les gens voyaient de l'extérieur. Mais pour Manon, ce soir, ce bâtiment ne ressemblait plus à un foyer ou à un refuge sûr. La maison semblait maintenant une scène de théâtre géante, froide, sombre et pleine de pièges prêts à l'avaler vivante. Manon paya le chauffeur de taxi et resta un moment devant la porte d'entrée, respirant profondément pour calmer les battements de son cœur qui s'emballaient encore. Elle devait entrer là, affronter les personnes qui voulaient la détruire et faire semblant de ne rien savoir. Manon ouvrit la porte de la maison avec son double de clé. L'ambiance dans le salon semblait silencieuse. Les lumières principales avaient été tamisées, laissant une lueur douce et chaude. Lucas apparut de la cuisine avec un large sourire sur son visage, comme si aucun crime n'avait eu lieu quelques heures plus tôt. L'homme accueillit Manon avec une étreinte chaleureuse, un geste qui normalement la faisait se sentir aimée, mais qui ne lui donnait maintenant que des frissons de dégoût. Lucas demanda d'un ton doux si Manon se sentait plus calme après avoir récupéré son sac. Manon força un léger sourire sur ses lèvres qui semblaient rigides. Elle hocha lentement la tête et dit qu'elle était juste un peu fatiguée par le trajet aller-retour au bistrot. Lucas guida immédiatement Manon vers le canapé du salon. Avec agilité, il prit un verre d'eau tiède qui était déjà disponible sur la table à côté du flacon de vitamine que Manon avait vu sur l'enregistrement de sécurité. Lucas prit le flacon, en sortit une pilule et la lui offrit dans la paume de sa main. L'homme dit que Manon devait prendre sa vitamine pour ne pas avoir mal à la tête demain matin. Il rappela à Manon, d'un ton plein d'affection, que sa santé était sa priorité absolue. Manon regarda la petite pilule dans sa paume. Ce petit objet était l'arme que son mari utilisait pour lui arracher peu à peu la raison.
Manon porta le verre à ses lèvres avec un mouvement de main très rapide et prudent. Elle mit la pilule dans sa bouche, mais ne l'avala pas. Elle cacha la pilule sous sa langue. Puis elle but beaucoup d'eau pour convaincre Lucas qu'elle avait avalé le médicament. Lucas l'observait attentivement, s'assurant que sa femme buvait vraiment le mélange diabolique. Après avoir vu le verre vide, Lucas sourit de satisfaction et caressa la tête de Manon, louant son épouse obéissante. Manon prit immédiatement congé pour aller dans la chambre principale sous prétexte de vouloir se reposer tôt. En arrivant dans la salle de bain de la chambre principale, Manon cracha immédiatement la pilule dans un mouchoir en papier et la jeta dans les toilettes. Elle se lava le visage à l'eau froide, regardant son reflet dans le miroir. Son visage était pâle, mais ses yeux irradiaient une forte détermination. Elle ne pouvait pas être faible. Manon sortit de la salle de bain et s'allongea sur le lit, faisant semblant de fermer les yeux. Peu de temps après, Lucas entra dans la chambre, embrassa brièvement le front de Manon et murmura « Bonne nuit ». Lucas sortit de nouveau de la chambre en fermant doucement la porte, laissant Manon seule dans l'obscurité. Manon attendit environ 10 minutes jusqu'à être sûre que Lucas ne reviendrait pas. Elle se leva lentement du lit sans faire le moindre bruit. Ses pensées se tournèrent vers les événements étranges qu'elle avait vécus le mois dernier. Chaque nuit, quand elle commençait à s'endormir, elle entendait souvent de doux chuchotements qui l'appelaient par son nom, des bruits de pleurs de bébé ou des murmures dont la source n'était pas claire. Ces sons la réveillaient souvent, en sueur froide et effrayée, ce qui poussait Lucas et Monique à insister de plus en plus sur le fait qu'elle était sous un stress intense ou perturbée par des choses surnaturelles. Ce soir, Manon était déterminée à trouver la source de ce son. Elle alluma la lampe de poche de son téléphone et commença à inspecter chaque recoin de la chambre. Elle vérifia sous le lit, l'armoire, jusqu'aux grilles de ventilation. Rien. Son regard se tourna alors vers un grand tableau religieux accroché au mur juste en face de son lit. Le tableau était un cadeau de Monique il y a 2 mois. Manon s'approcha du tableau. Avec précaution, elle souleva le lourd cadre du mur. Son soupçon sauvage était juste. Derrière le cadre en bois, à l'arrière, était collé un petit objet noir carré avec un voyant rouge qui clignotait très faiblement. C'était un haut-parleur sans fil de taille mini. L'objet était collé avec un adhésif puissant et dissimulé très proprement. Manon sentit son sang bouillir. Il s'avère que les chuchotements fantomatiques qui l'avaient tourmenté n'étaient pas le produit de son esprit malade, mais des enregistrements vocaux joués périodiquement par son propre mari via cet appareil. Lucas allumait cet appareil exprès pendant les heures de sommeil de Manon pour perturber ses cycles de repos et créer l'illusion d'hallucinations auditives. Manon photographia l'appareil comme preuve, puis remit le tableau à sa position initiale pour que Lucas ne se doute de rien. La curiosité de Manon n'était pas encore satisfaite. Elle entendit des voix vagues venant du rez-de-chaussée. Marchant sur la pointe des pieds et pieds nus, Manon sortit de la chambre. Elle descendit les escaliers avec beaucoup de soin, évitant les parties en bois qui avaient tendance à grincer. La maison était sombre, mais une faible lumière provenait du salon. La conversation entre Lucas et Chloé devenait de plus en plus claire à mesure que Manon s'approchait. Son cœur battait la chamade, craignant d'être découverte, mais elle devait savoir de quoi il parlait. Manon se cacha derrière le mur de séparation entre le séjour et le salon principal. Par la fente d'un meuble décoratif, elle pouvait voir Lucas et Chloé assis l'un à côté de l'autre sur le canapé. Leur position était très proche, bien plus proche que la limite raisonnable entre frères et sœurs adoptifs. La tête de Chloé reposait de manière câline sur l'épaule de Lucas tandis que la main de Lucas caressait les cheveux de la femme. Cette scène donna à Manon l'envie de vomir. Cette trahison s'avérait bien plus profonde et sale qu'elle ne l'imaginait. Non seulement ils conspiraient pour sa fortune, mais ils avaient aussi une liaison dans son dos. On entendit Lucas rire doucement et dire que Manon avait déjà pris sa dose de ce soir. Il dit que demain, lors de la réunion de l'entreprise, l'effet du médicament atteindrait son apogée si Manon prenait la dose du matin. Lucas dit avec confiance que Manon s'humilierait sûrement devant les actionnaires, rendant la raison de son internement dans un centre de santé mentale encore plus forte. Chloé intervint d'un ton mielleux, demandant quand ils pourraient cesser de prétendre être des frères et sœurs adoptifs. Elle avoua être fatiguée de devoir faire semblant d'être polie devant Manon, qu'elle considérait comme stupide et naïve. Chloé dit qu'elle ne pouvait plus attendre de devenir la véritable maîtresse de maison et d'envoyer Manon à l'asile en périphérie de la ville. Elle avait même déjà prévu des vacances en Europe en utilisant l'argent de l'entreprise de Manon le mois prochain. Dès que Lucas obtiendrait la procuration d'incapacité sur les biens de Manon, Lucas calma Chloé,
embrassa le sommet de la tête de la femme et promit que tout serait terminé en moins de 24 heures. Lucas assura à Chloé que Manon n'avait personne d'autre qu'eux car ses parents étaient décédés et Manon leur faisait entièrement confiance. Manon enregistra cette conversation répugnante en utilisant la fonction d'enregistrement vocal de son téléphone. Ses mains tremblaient, retenant la colère qui débordait. Les larmes coulaient sur ses joues. Ce n'étaient plus des larmes de tristesse, mais des larmes de haine pure. Elle savait maintenant que pas une seule personne dans cette maison n'était de son côté. Elle était seule dans un repère de voleurs. Cependant, cette connaissance lui donna une nouvelle force. Manon arrêta l'enregistrement, puis retourna lentement dans sa chambre. Elle se glissa dans son lit, tira la couverture et fixa le plafond sombre de la pièce. Elle ne dormirait pas cette nuit. Elle allait élaborer un plan de contre-attaque. Demain matin, la vraie guerre commencerait. La lumière du soleil matinal pénétra par les fentes des rideaux de la chambre, réveillant Manon, qui n'avait en réalité pas dormi de la nuit. Ses yeux étaient lourds, mais son esprit était aussi tranchant qu'un rasoir. Elle entendit la voix de Lucas sortant de la salle de bain. C'était le moment pour Manon de commencer son action de représailles. Manon gémit doucement en se tenant la tête, feignant de se réveiller dans un état chaotique. Elle s'assit au bord du lit, le corps délibérément un peu instable. Son visage affichait une expression de confusion et un regard vide. Lucas, voyant Manon se réveiller, s'approcha immédiatement avec un visage plein de fausse sollicitude. Il demanda d'un ton inquiet mais fin, l'état de Manon. Manon répondit d'une voix rauque, se plaignant que sa tête était très lourde et qu'elle entendait encore des restes des chuchotements de la nuit dernière. Lucas cacha son sourire rusé et hocha la tête avec préoccupation. Il dit que c'était probablement parce que Manon était trop fatiguée et suggéra qu'elle se repose à la maison jusqu'à midi. Lucas rappela également à Manon de ne pas oublier de prendre le médicament du matin qu'il avait déjà préparé sur la table de chevet. Manon hocha la tête docilement. Après que Lucas se soit assuré que Manon prenait son médicament, bien sûr avec l'astuce de le cacher à nouveau sous la langue, Lucas prit congé pour aller déposer Monique au marché, puis faire quelques courses à l'extérieur. Lucas dit qu'il reviendrait avant le déjeuner pour se préparer à la réunion de l'entreprise de l'après-midi. Manon se sentit soulagée en entendant le bruit de la voiture de Lucas quittant l'enceinte de la maison. Dès que la voiture disparut de la vue, Manon sauta immédiatement du lit. Le vertige qu'elle feignait disparut instantanément. Manon prit rapidement son téléphone et contacta Léo, le jeune avocat de confiance de son défunt père, qui l'avait aidé à gérer les aspects juridiques de l'entreprise. Manon parla rapidement et fermement, demandant à Léo de venir chez elle tout de suite par la porte de derrière pour ne pas être vue par les voisins ou par Chloé, qui pourrait encore être dans sa chambre. Heureusement, il s'avéra que Chloé était sortie avec Lucas et Monique. Peut-être voulaient-ils célébrer leur victoire à l'avance. La maison était vide, offrant à Manon une occasion en or. Moins d'une demi-heure plus tard, Léo arriva avec un visage inquiet. Manon emmena immédiatement Léo dans le bureau privé de Lucas, qui était toujours fermé à clé. Manon savait où Lucas cachait la clé de rechange de cette pièce. Dans un pot de fleurs au coin du couloir. Ils réussirent à entrer. La pièce était en désordre avec des documents de travail. Manon se dirigea directement vers le petit coffre-fort dans le coin de la pièce. Elle se souvenait avoir vu Lucas taper une combinaison de chiffres qui était la date de naissance de Monique. Manon l'essaya et un déclic se fit entendre. La porte du coffre-fort s'ouvrit. Le contenu du coffre-fort coupa le souffle à Léo. Des piles de documents y étaient conservées, preuves irréfutables des crimes de Lucas. Léo trouva le brouillon de la demande d'incapacité judiciaire que Lucas avait préparé. Le document stipulait que Manon souffrait d'un trouble mental grave et n'était pas légalement apte, de sorte que tous les actifs mobiliers et immobiliers, y compris le droit de vote dans l'entreprise, étaient entièrement remis à Lucas en tant qu'époux. Il y avait aussi une fausse déclaration d'un psychiatre affirmant que Manon souffrait de schizophrénie paranoïde. En plus des documents juridiques, Manon trouva des livrets d'épargne et des registres de transactions bancaires suspectes. Léo examina les documents attentivement. Il trouva des preuves de transfert de fonds pour des montants fantastiques du compte de l'entreprise vers des comptes personnels au nom de Monique et Chloé. Les descriptions des transferts étaient falsifiées en tant que paiement à des fournisseurs ou dépenses opérationnelles fictives. Il s'avère que pendant tout ce temps, Lucas avait érodé les finances de l'entreprise petit à petit pour financer le style de vie luxueux de sa mère et de son amante. Ils achetaient des bijoux, des sacs de marque et avaient même payé la compte d'un appartement de luxe en utilisant l'argent appartenant à Manon.
Cependant, la découverte la plus surprenante se trouvait au bas de la pile de papier. Manon trouva un passeport au nom de Chloé. Quand Manon l'ouvrit, elle fut surprise de voir que le nom de famille de Chloé n'était pas le même que celui de la famille de Lucas, mais un autre. Dans la colonne de l'état civil, il était clairement écrit « divorcé ». Et ce qui était encore plus fou, Manon trouva une vieille photo cachée dans ce passeport. Une photo d'un mariage civil entre Lucas et Chloé datant de 5 ans, bien avant que Lucas n'épouse Manon. Ce fait frappa Manon de plein fouet. Chloé n'était pas une sœur adoptive, ni une cousine éloignée, et pas simplement une nouvelle amante. Chloé était l'épouse ou l'ex-épouse du passé de Lucas qu'ils avaient introduite dans sa maison sous le couvert de la famille. Lucas avait épousé Manon uniquement pour voler sa fortune, tandis que son véritable amour restait Chloé. Manon eut la nausée en réalisant à quel point elle avait été stupide pendant 3 ans, laissant cette femme vivre dans sa maison et s'occupant d'elle comme de sa propre sœur. Léo photographia immédiatement tous les documents comme preuve et mit quelques documents originaux cruciaux dans sa mallette. Soudain, le bruit du moteur d'une voiture entrant dans la cour se fit entendre. Manon et Léo sursautèrent. Lucas revenait beaucoup plus vite que prévu. La porte d'entrée s'ouvrit, suivie des pas lourds de Lucas montant les escaliers. Le visage de Léo pâlit. Il ne pouvait pas sortir par la porte d'entrée sans croiser Lucas. Manon fit un signe rapide à Léo de se cacher dans la grande armoire, dans le coin du bureau, normalement utilisé pour ranger les vieilles vestes de Lucas. Léo entra dans l'armoire juste quelques secondes avant que la poignée de la porte du bureau ne tourne. Manon se figea au milieu de la pièce, essayant de neutraliser l'expression de son visage. La porte s'ouvrit. Lucas se tenait sur le seuil, regardant Manon avec suspicion. Il demanda d'un ton sec pourquoi Manon était dans son bureau et comment elle avait pu entrer alors que la porte était fermée. Le cœur de Manon battait la chamade, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Une sueur froide commença à mouiller son dos. Manon se força à sourire. Un sourire qu'elle fit paraître vide et confus. Elle répondit d'une voix faible qu'elle avait entendu des voix chuchoter lui disant d'entrer ici pour chercher Lucas. Elle dit qu'elle se sentait très seule et avait peur d'être seule dans la chambre. Manon joua le rôle de l'épouse qui commençait à perdre la raison de manière très convaincante. Elle s'approcha de Lucas et s'accrocha à son bras, pleurnichant comme une petite fille demandant protection contre les voix maléfiques dans sa tête. La suspicion dans les yeux de Lucas s'estompa lentement, remplacée par une satisfaction horrible. Il vit Manon, qui semblait désemparée et dépendante de lui, comme un signe que le médicament fonctionnait très efficacement. Lucas sourit en coin, caressa les cheveux de Manon et dit qu'il n'y avait personne ici. Il guida ensuite Manon hors du bureau sans se rendre compte que dans l'armoire derrière lui se trouvait un avocat tenant les preuves de sa destruction. Lucas dit doucement que Manon devait se préparer car à midi, Monique apporterait un repas spécial pour que Manon soit forte pour affronter la réunion de l'après-midi. Manon hocha simplement la tête tandis qu'à l'intérieur, elle se préparait pour le prochain acte de ce jeu. Le soleil était déjà haut et rayonnait une chaleur intense à l'extérieur. Cependant, l'atmosphère à l'intérieur de la maison de Manon était froide et terrifiante, comme si une tempête invisible tourbillonnait dans le salon. Après le départ de Léo, qui réussit à se faufiler par la porte de derrière avec la mallette pleine de preuves, Manon se rassit sur le canapé du salon. Elle régula sa respiration, essayant de calmer le vacarme dans sa poitrine qui ne cessait pas. Elle savait que le prochain acte de cette farce commencerait bientôt et qu'elle ne pouvait pas commettre la moindre erreur. Ses ennemis, les personnes les plus proches d'elle, elle le réalisait maintenant, possédaient une capacité d'actrice extraordinaire, donc Manon devait être une actrice bien meilleure qu'eux pour pouvoir gagner cette bataille. Exactement à midi, on entendit le portail s'ouvrir. Un taxi s'arrêta devant la maison et Monique en sortit. La femme descendit, portant des boîtes repas empilées dans sa main droite et un grand sac à main dans la gauche. Son visage était orné d'un large sourire qui semblait très sincère à quiconque ne connaissait pas la pourriture de son cœur. Manon observa l'arrivée de sa belle-mère de derrière le rideau de la fenêtre avec un regard froid. Elle vit Monique s'arrêter un moment sur le porche pour saluer le chat de gouttière tricolore que Manon avait l'habitude de nourrir. Le chat miaula affectueusement et frotta son corps contre les jambes de Monique. Mais Monique écarta simplement le chat d'un léger coup de pied pour qu'il s'écarte de son chemin, avec une expression de dégoût qui apparut fugitivement avant de reprendre un visage doux en saisissant la poignée de la porte. Manon retourna immédiatement à sa position sur le canapé, serrant un coussin fermement et affichant un visage blafard et un regard un peu perdu. La porte s'ouvrit et la voix criarde de Monique remplit instantanément la pièce.
Elle salua Manon avec un surnom affectueux qui retourna l'estomac de Manon. Monique s'approcha, posa ses affaires sur la table et s'assit directement à côté de Manon. Elle caressa la joue de Manon avec ses mains qui semblaient rugueuses mais chaudes, demandant comment allait sa belle-fille préférée aujourd'hui. Manon répondit d'une voix faible, disant que sa tête était encore lourde et que son monde semblait tourner, exactement comme le scénario souhaité par la famille de son mari. Monique hocha la tête avec inquiétude, disant qu'il était normal que Manon se sente ainsi car elle était malade. Puis elle ouvrit les boîtes repas. L'arôme parfumé d'un ragoût de bœuf parfumé et épicé emplit instantanément la pièce. C'était un plat que Manon aimait. Auparavant, Manon aurait été ravie que Monique lui apporte ce ragoût, pensant que c'était une forme d'affection d'une belle-mère. Mais aujourd'hui, cet arôme sentait la mort. Manon savait très bien que ce déjeuner était une partie cruciale du plan de Lucas et de sa famille. La réunion des actionnaires devait avoir lieu cet après-midi et ils avaient besoin de Manon dans un état chaotique, hallucinant, ou au moins inconsciente pour que Lucas puisse prendre le contrôle de la réunion sous prétexte de la santé mentale de sa femme. Monique prit adroitement une assiette de la cuisine et servit du riz et le ragoût encore chaud. La sauce était épaisse, la viande semblait tendre. Cependant, Manon était sûre que dans cette sauce délicieuse se cachait une dose de drogue interdite, bien plus élevée que celle de la pilule de la nuit dernière. Monique offrit l'assiette à Manon, la persuadant de manger pour avoir de l'énergie. Elle dit qu'elle avait cuisiné cela spécialement depuis le petit matin juste pour Manon, pour que son esprit puisse être plus calme et qu'elle n'entende plus de voix étranges. Ces mots doux sonnaient comme du venin de serpent mortel. Manon regarda l'assiette avec hésitation. Elle devait trouver un moyen de se débarrasser de cette nourriture sans être découverte. Elle ne pouvait pas la refuser catégoriquement car Monique la forcerait sûrement. Elle pourrait même la nourrir de force sous prétexte de prendre soin d'elle. Manon réfléchit rapidement, puis se tint le ventre et grimaça de douleur. Elle dit à Monique qu'elle avait la nausée si elle devait manger dans ce salon si fermé. Elle demanda la permission de manger sur la terrasse arrière, cherchant de l'air frais pour ne pas vomir. Monique sembla réfléchir un instant, regardant Manon d'un air interrogateur, mais finit par hocher la tête. Monique proposa même d'apporter de l'eau froide de la cuisine. Manon ne gaspilla pas cette occasion en or. Dès que le dos de Monique disparut derrière le mur de la cuisine, Manon courut vers la porte vitrée qui reliait le salon à la terrasse arrière. Là, le chat tricolore que Monique avait chassé plus tôt était assis, attendant des restes de nourriture. D'une main tremblante mais avec des mouvements rapides, Manon vida tout le contenu de l'assiette de ragoût dans le bol de nourriture du chat qui se trouvait dans un coin de la terrasse. Le chat affamé dévora le ragoût avec voracité. Manon vida son assiette jusqu'à ce qu'elle soit propre, ne laissant qu'une petite tache de sauce sur les bords pour donner l'impression qu'elle l'avait mangé avec plaisir. Manon s'assit alors sur la chaise en rotin de la terrasse, régula sa respiration et afficha un air repu. Quelques instants plus tard, Monique arriva avec un verre d'eau froide. Elle sourit largement en voyant l'assiette de Manon déjà vide. Le visage de la vieille femme rayonnait d'une satisfaction qu'elle ne pouvait cacher. Elle loua Manon pour avoir mangé avec appétit et dit que le médicament dans ce ragoût ferait sûrement bientôt effet pour guérir Manon. Manon se contenta d'un léger sourire. Intérieurement, elle confirmait les paroles de sa belle-mère. Le médicament ferait effet, oui, mais pas sur elle. 15 minutes passèrent. Manon et Monique étaient toujours assises à discuter sur la terrasse. Monique commença à poser des questions sur le coffre-fort dans le bureau de Lucas, essayant de soutirer des informations à Manon. Manon connaissait-elle la combinaison? Manon fit semblant d'oublier et d'être étourdie. Soudain, leur conversation fut interrompue par un bruit horrible. Le chat tricolore qui avait mangé le ragoût sauta soudainement haut dans les airs comme si quelque chose l'avait piqué. Le chat atterrit mal, puis commença à courir sans direction fixe, heurtant le mur, les pots de fleurs et les pieds de chaise avec force. Le miaulement du chat se transforma en un long cri déchirant. On aurait dit qu'il souffrait d'une douleur ou d'une peur extrême. Les yeux du chat étaient exorbités. Ses pupilles se dilatèrent jusqu'à couvrir presque tout le globe oculaire. Le pauvre animal tournait en rond, poursuivant sa propre queue à grande vitesse. Puis il tomba en roulant et en convulsant sur le sol de la terrasse. Sa bouche écumait de bave blanche. La scène était si horrible et surprenante. Monique cria de peur et sauta sur la chaise. Son visage était pâle comme un mort. Ses yeux fixaient le chat agonisant. Le corps de Monique tremblait violemment, non seulement de surprise,
mais parce qu'elle en connaissait exactement la cause. Elle savait que la réaction horrible que subissait le chat aurait dû arriver à Manon. La dose qu'elle avait mélangée dans le ragoût s'était avérée trop forte même pour un humain, et encore plus pour un petit animal. La peur commença à envahir le cœur de Monique. Que se passerait-il si Manon l'avait mangée et était morte sur le coup? Leur plan s'effondrerait et il pourrait être accusé de meurtre. Manon, qui restait assise tranquillement sur sa chaise, regarda Monique avec un visage d'innocence feinte. Elle demanda d'un ton confus pourquoi le chat agissait étrangement, comme s'il était hanté ou possédé. Manon s'approcha même du chat, qui commençait maintenant à faiblir et n'avait plus que de légers spasmes, et dit que le chat avait peut-être mangé quelque chose de vénéneux dehors. Les paroles de Manon frappèrent le cœur de Monique. La vieille femme descendit précipitamment de la chaise et tira la main de Manon pour l'éloigner. Elle dit que le chat avait probablement la rage et qu'elle devait rentrer immédiatement. À l'intérieur de la maison, Monique semblait agitée. Elle ne cessait de regarder l'horloge murale et jetait de temps en temps un regard méfiant à Manon, attendant la réaction de la drogue qu'elle croyait déjà entrer dans le corps de Manon. Cependant, Manon semblait toujours normale, feignant seulement d'avoir sommeil et d'être faible, pas de convulsions ni de folie comme le chat. Cela dérouta Monique, mais elle n'osa pas demander. Peut-être que l'effet est différent chez les humains, pensa-t-elle pour se calmer. Peu de temps après, Lucas rentra à la maison avec Chloé. Lucas entra d'un pas assuré et le visage confiant, vêtu d'un costume cher qu'il avait acheté avec la carte de crédit de Manon. Il interrogea directement sa mère du regard. Monique hocha légèrement la tête, donnant le signal que la mission du déjeuner avait été accomplie. Lucas sourit de satisfaction, s'approcha de Manon, lui caressa la tête et dit qu'il était temps de se préparer pour aller au bureau. Lucas dit que Manon devait assister à cette réunion importante par formalité et qu'elle ne devait pas s'inquiéter car il s'occuperait de tout si elle ne se sentait pas capable de parler. Manon obéit sans dire grand-chose. Elle laissa Chloé l'aider à choisir ses vêtements. Chloé choisit des vêtements aux couleurs un peu ternes et lui arrangea les cheveux de manière délibérément négligée pour que Manon paraisse encore plus délaissée devant les investisseurs. Manon regarda son reflet dans le miroir tandis que Chloé la préparait avec un sourire moqueur. Dans le miroir, Manon vit le regard d'une guerrière prête à dégainer l'épée. Elle se laissa habiller comme une poupée cassée, car plus elle paraissait brisée maintenant, plus sa résurgence serait dramatique par la suite. Lorsque Lucas lui prit le bras pour sortir vers la voiture, Manon jeta un coup d'œil vers la terrasse arrière. Le pauvre chat ne bougeait plus, devenant une victime innocente de la cruauté de la famille de son mari. Manon se promit dans son cœur que la souffrance de ce chat serait payée au centuple aujourd'hui même. Le trajet vers l'immeuble de bureaux moderne à Lyon, près de la Pardieu, propriété de la famille de Manon, sembla très long et tendu. À l'intérieur de la voiture de luxe conduite par le chauffeur privé, le silence était lourd. Lucas était assis à côté de Manon, serrant fermement la main de sa femme, comme s'il était le mari le plus protecteur du monde. Cependant, Manon pouvait sentir la froideur de la paume de Lucas et la sueur fine qui mouillait la main de l'homme. Lucas était nerveux, mais aussi très excité. Sur le siège avant se trouvait Chloé, qui jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur central, échangeant des regards significatifs avec Lucas. Monique n'était pas venue car elle était encore sous le choc de l'incident du chat et préférait attendre les nouvelles de la victoire à la maison. La voiture s'arrêta dans le hall principal de l'immeuble de bureaux dans le centre financier de la ville. Manon descendit de la voiture en traînant délibérément les pieds, s'appuyant entièrement sur le bras de Lucas. Les employés et le personnel de sécurité qui les accueillirent regardèrent Manon avec un mélange de sentiments. Il y avait de la pitié et aussi de l'inconfort. Les rumeurs sur l'état de santé mentale de Manon avaient apparemment déjà été diffusées subtilement par Lucas et ses complices au cours des dernières semaines. Ils voyaient leur patronne, autrefois élégante et ferme, paraître maintenant comme une personne perdue avec un regard vide et des vêtements un peu désordonnés. Cela convainquit encore plus tout le monde que Manon n'était vraiment plus capable de diriger l'entreprise. Lucas guida Manon vers l'ascenseur exclusif pour les cadres. À l'intérieur de la cabine métallique qui montait, Lucas chuchota à l'oreille de Manon. Il lui dit de rester calme et de ne rien dire pendant la réunion. Lucas ordonna à Manon de s'asseoir et de hocher la tête si on lui posait des questions. Lucas l'informa également qu'un médecin privé attendait dans la salle du conseil, prêt à lui administrer des vitamines supplémentaires par injection si Manon se sentait soudainement étourdie. Manon savait très bien ce que signifiaient ces vitamines supplémentaires, une injection de sédatif à haute dose qui la ferait s'évanouir instantanément si elle commençait à agir hors du scénario de Lucas.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage. Ils marchèrent dans le couloir aux tapis épais vers la salle du conseil principal. Devant les portes doubles en bois massif se tenait un homme en blouse blanche présenté par Lucas comme le docteur Nicolas. L'homme portait une mallette médicale et regardait Manon avec un regard évaluateur comme un boucher jaugeant du bétail. Le docteur Nicolas hocha la tête à Lucas, signalant qu'il était prêt avec son équipement. Manon baissa simplement la tête, cachant l'éclat de colère dans ses yeux. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. L'air froid de la climatisation et l'arôme de café cher les accueillirent immédiatement. Autour de l'immense table ovale étaient assises une douzaine de personnes importantes. C'étaient les actionnaires, le conseil d'administration et les directeurs de division. Leurs visages semblaient sérieux et tendus. Le silence se fit instantanément lorsque Manon et Lucas entrèrent. Tous les yeux étaient fixés sur Manon. Il y avait des regards d'inquiétude et d'autres de dédain. Lucas, avec une confiance totale, guida Manon pour qu'elle s'assoie sur la chaise de la présidente au bout de la table. Puis il s'assit lui-même sur la chaise à sa droite, la position normalement occupée par le vice-président. Le docteur Nicolas s'assit sur une chaise supplémentaire dans un coin de la salle, alerte. Lucas ouvrit la réunion avec sa voix de baryton qui sonnait autoritaire et pleine d'empathie. Il commença par remercier les actionnaires de leur présence. Puis, avec un visage feignant la tristesse, il commença à raconter l'état de santé de Manon. Lucas dit qu'avec beaucoup de regrets, il devait informer que sa femme, Madame Manon, connaissait de graves troubles de santé mentale ces derniers temps. Il mentionna des termes médicaux compliqués, inventant des histoires sur des hallucinations, de la paranoïa et une instabilité émotionnelle qui mettaient en danger l'entreprise si la direction restait entre les mains de Manon. Les participants à la réunion commencèrent à chuchoter. Certains hochaient la tête comme pour confirmer les rumeurs qu'ils avaient entendues. Lucas continua son discours en disant que pour sauver l'entreprise de la destruction due à des décisions irrationnelles, lui, en tant qu'époux légitime et tuteur le plus proche, se proposait pour assumer temporairement toute l'autorité et les droits de vote de Manon par le biais du mécanisme légal d'incapacité. Chloé, assise au rang des secrétaires, distribua rapidement des copies de faux documents médicaux et le projet de procuration qui devait être signé par le conseil en guise d'approbation. Lucas se tourna alors vers Manon, la regardant avec un regard intimidant camouflé par un sourire doux, et demanda à l'assemblée si quelqu'un avait des objections ou s'il voulait entendre quelques mots de Manon. Bien que Lucas doutât que Manon puisse parler de manière cohérente, l'un des conseillers plus âgés, fidèle au père de Manon, leva la main pour demander que Manon parle. Lucas parut un peu tendu. Sa main fit signe au docteur Nicolas dans le coin de se préparer. Lucas approcha le microphone de la bouche de Manon et murmura doucement « Dis que tu es d'accord, chérie, ou le médecin t'injectera tout de suite. » C'est alors que Manon leva le visage. Son regard, autrefois vide, devint soudainement vif, clair et plein d'autorité. Elle redressa son dos qui avait été courbé tout ce temps, abandonnant la posture de malade qu'elle jouait. Elle écarta la main de Lucas qui tenait le microphone et en prit fermement le contrôle. Ce changement radical fit sursauter Lucas de surprise. Le docteur Nicolas, qui s'apprêtait à se lever, s'arrêta face au regard perçant de Manon. Manon ouvrit la bouche et sa voix résonna forte, ferme et très saine d'esprit. Il n'y avait aucune trace de peur ou de confusion. Elle salua toutes les personnes présentes avec une formule de politesse, mais pleine de dignité. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre attention portée à ma santé. Cependant, je souhaite corriger une erreur fatale que mon mari vient de communiquer. Manon s'arrêta un instant, laissant la tension envahir toute la salle. Lucas commença à avoir des sueurs froides. Son visage pâlit. Il tenta d'interrompre Manon en disant qu'elle délirait, mais Manon leva la main, un geste d'ordre de silence si puissant que Lucas se tut. « Je ne suis pas folle », continua Manon d'une voix qui résonna dans toute la salle. « Je ne suis pas malade, je n'hallucine pas et je suis pleinement consciente de ce qui se passe dans cette pièce. Ce que vous voyez comme des symptômes de maladie mentale depuis quelque temps est en réalité le résultat d'une tentative systématique de m'empoisonner avec des médicaments psychotropes illégaux. » L'atmosphère de la salle du conseil explosa en un tumulte. Les actionnaires se regardèrent, surpris. Lucas paniqua et se leva en criant que Manon avait un épisode et délirait. Il ordonna au docteur Nicolas d'agir immédiatement pour maîtriser la patiente. Le docteur Nicolas s'avança avec la seringue, mais avant que l'aiguille ne touche la peau de Manon, les portes de la salle s'ouvrirent avec force. Léo entra, accompagné de 2 agents de la police nationale en uniforme et de Stéphane, le gérant du bistrot.
Manon se leva de sa chaise, regardant Lucas qui tremblait maintenant de peur. « Ce n'est pas moi qui ai besoin d'un médecin, Lucas, » dit Manon en désignant le visage de son mari. « C'est toi qui as besoin d'un avocat. » « Et vous ?» Manon désigna les actionnaires. « Vous devez tous voir qui sont réellement les parasites qui rongent cette entreprise. Léo, s'il vous plaît, allumez le projecteur. » Le grand écran blanc derrière Manon descendit lentement. Lucas tenta de courir vers l'ordinateur portable connecté au projecteur pour débrancher le câble, mais son passage fut bloqué par la police. Il était acculé, pris au piège qu'il avait lui-même tissé. Manon sourit légèrement, un sourire de victoire froide. Cette réunion décisive marquait certainement une fin, non pas pour la chute de Manon, mais pour la fin de la farce pourrie de son mari. L'écran du projecteur s'alluma brillamment, prêt à montrer la vérité qui détruirait la vie de Lucas pour toujours. Le bourdonnement du projecteur fraîchement allumé résonna très fort. Au milieu du silence sépulcral de la salle, la lumière blanche brillante frappa le grand écran qui s'étendait dans le dos de Manon, créant une silhouette de la femme qui semblait droite et inébranlable. Lucas, dont la position était bloquée par 2 policiers, ne pouvait que rester pétrifié, le visage blême. Il voulait crier, il voulait arrêter tout cela, mais sa langue semblait engourdie comme si une grosse pierre bloquait sa gorge. Des sueurs froides de la taille de grains de maïs commencèrent à perler sur son front, trempant le col de sa chemise chère. Il savait très bien ce qui allait apparaître sur cet écran. Un enregistrement du passé qu'il croyait enterré en toute sécurité avec la perte de mémoire de Manon. Manon fit un signe de la main à Léo qui se tenait près de l'ordinateur portable. Léo hocha la tête fermement et appuya sur le bouton de lecture. La première vidéo qui apparut fut l'enregistrement de la caméra de sécurité du bistrot où ils avaient dîné. La qualité d'image nette permettait à tout le monde dans la salle de voir clairement les visages des personnes présentes. Les actionnaires, auparavant dubitatifs et confus, penchaient maintenant leur corps en avant, plissant les yeux pour voir les détails de l'événement réel. Sur l'écran, on voyait la table familiale qui semblait harmonieuse. On vit Manon se lever de sa chaise et se diriger vers les toilettes. Ce moment fut le début de tout le crime. Les mouvements de Lucas dans la vidéo étaient si clairs et irréfutables. Il regarda à gauche et à droite comme un voleur amateur, puis saisit rapidement le sac à main de sa femme. Un soupir de surprise s'éleva à l'unisson des participants à la réunion en voyant Lucas jeter le contenu du flacon de vitamines de Manon et le remplacer par des pilules étranges qu'il sortit de la poche de son pantalon. Cette action était si planifiée, si froide et réalisée par un homme qui venait de louer sa femme devant cette assemblée comme le mari le plus attentionné. Il ne restait plus rien de l'image du mari aimant que Lucas avait construit tout ce temps. Ce qu'il y avait à l'écran n'était qu'un escroc rusé empoisonnant sa propre partenaire. La vidéo continua à montrer des scènes plus douloureuses. Le visage de Monique apparut en gros plan sur l'écran lorsque la caméra fit un zoom numérique grâce à l'équipement médico-légal engagé par Léo. La vieille femme, connue pour être religieuse, riait aux éclats tout en imitant des mouvements de folle, se moquant de sa belle-fille absente. Chloé était également clairement visible, apportant son soutien, tapotant fièrement l'épaule de Lucas. La vidéo était muette, sans son, mais leurs mouvements corporels criaient haut et fort la conspiration diabolique qu'ils menaient. La salle du conseil devint une clameur. Des murmures de colère et d'incrédulité commencèrent à se faire entendre. Certains conseillers secouaient la tête avec un air de dégoût, regardant Lucas comme s'il était une saleté collée à leurs chaussures. Lucas tenta de se défendre au milieu du chaos. Il cria d'une voix rauque et tremblante, essayant de convaincre les gens que la vidéo était le résultat d'une manipulation informatique. Il accusa Manon d'avoir payé des experts en technologie pour le diffamer. Il insista sur le fait que c'était une fausse vidéo, une vidéo faite avec l'intelligence artificielle pour saper sa crédibilité en tant que dirigeant de l'entreprise. Cependant, Manon ne lui laissa aucune chance de respirer. Elle ordonna immédiatement à Léo de lire le deuxième fichier. Cette fois, ce n'était pas une vidéo, mais un enregistrement audio. Un bruit de statique se fit brièvement entendre. Puis la voix de Lucas apparut. Très caractéristique, nette, claire et indéniable. C'était l'enregistrement de la conversation entre Lucas et Chloé dans le salon la nuit précédente, que Manon avait enregistré caché derrière le mur. La voix de Lucas sonnait arrogante et pleine de rire, disant que Manon avait déjà pris le poison et deviendrait bientôt folle. On entendait Lucas se vanter de son plan pour enfermer Manon à l'asile afin de pouvoir contrôler tous les actifs de l'entreprise. La voix de Chloé se faisait également entendre, intervenant d'un ton mielleux.
parlant des vacances en Europe et de leur mariage officiel après s'être débarrassé de Manon, ces paroles cruelles résonnaient dans chaque recoin de la salle, rebondissant sur les murs lambrissés, blessant les oreilles de quiconque écoutait. Cette confession de péché sortait de leur propre bouche, brisant toutes les accusations de manipulation de Lucas. Aucune technologie ne peut imiter l'intonation de la haine et de la cupidité avec une telle précision. Le visage de Chloé, assise au dernier rang, était maintenant blanc comme un linge. Elle tenta de baisser la tête, cachant son visage avec ses longs cheveux, espérant pouvoir disparaître de la salle. Cependant, les regards perçants des participants la dépouillaient déjà vivante. Manon fit alors un pas en avant, se tenant juste devant l'écran qui affichait toujours le visage de Lucas dans la vidéo de sécurité. Elle parla d'une voix calme, mais avec insistance. Elle expliqua que les pilules que son mari avait introduites étaient des substances psychotropes dangereuses conçues pour endommager le système nerveux et provoquer des hallucinations permanentes si elles étaient consommées continuellement. Manon montra ensuite les résultats de laboratoire qu'elle venait de recevoir ce matin, qui prouvaient que les pilules qu'elle avait récupérées de son sac contenaient bien cette substance. Elle montra également les résultats de sa propre analyse de sang, propre, prouvant qu'elle n'avait pas pris le médicament et que son état était parfaitement sain. Sans laisser le temps aux présents de se remettre de leur surprise, Léo afficha la diapositive suivante. Cette fois, c'étaient des données financières, des rangées de chiffres et des graphiques clairement affichés. Preuve de transfert de centaines de milliers d'euros des comptes de l'entreprise vers les comptes personnels de Monique et Chloé. Achat de bijoux, de sacs de luxe, de voitures neuves et le paiement de l'acompte d'un appartement. Tout cela en utilisant l'argent de l'entreprise détourné par Lucas en falsifiant la signature de Manon. Le dernier document montré fut la photo du passeport de Chloé et la photo de leur mariage secret. Le plus grand secret de Lucas était révélé. L'homme qui prétendait avoir épousé Manon par amour s'avérait avoir déjà une autre femme et utilisé Manon comme une vache à lait pour financer sa famille secrète. Lucas sentit son monde s'effondrer instantanément. Ses jambes fléchirent, incapable de supporter son poids. Il retomba assis sur sa chaise, le regard vide. Tous les plans qu'il avait soigneusement élaborés pendant 3 ans étaient détruits en moins de 15 minutes. Il regarda autour de lui, cherchant une issue pour s'échapper, mais la porte était strictement gardée par la police. Il regarda le docteur Nicolas en espérant de l'aide, mais le médecin corrompu avait déjà été arrêté par la sécurité en tentant de se faufiler par la porte latérale. Lucas était seul, complètement seul au milieu d'une mer de jugement. Un conseiller plus âgé se leva et frappa la table avec force. Il pointa le visage de Lucas d'un doigt tremblant de colère. Il insulta Lucas, le traitant de traître et d'escroc de haut vol. Il déclara une motion de censure et exigea que Lucas soit arrêté immédiatement et poursuivi avec toute la rigueur de la loi. L'ambiance de la réunion se transforma en un procès populaire. Des cris de colère dirigés contre Lucas et Chloé. Chloé se mit à pleurer hystériquement, criant qu'elle ne faisait que suivre les ordres de Lucas et ne savait rien, essayant de se sauver, sacrifiant son mari. La scène était vraiment pathétique et en même temps satisfaisante pour Manon. Manon regardait le chaos sans expression. Il n'y avait pas de joie débordante, seulement un profond soulagement, car le lourd fardeau sur ses épaules était enfin levé. Elle vit Lucas, qui semblait maintenant petit et pitoyable, l'homme qu'elle adorait autrefois comme le chef de famille. Il n'était plus qu'un criminel pris en flagrant délit. Manon marcha lentement, s'approchant de la table où Lucas était assis. La police lui fit place. Manon se tint imposante devant Lucas, qui restait assis sans force. Lucas leva les yeux, regardant ceux de Manon. Dans ses yeux, il espérait trouver encore des restes d'amour ou de compassion qu'il pourrait exploiter. Il tenta de prendre la main de Manon, suppliant son pardon d'une voix rauque. Il dit qu'il avait eu tort, qu'il avait fait tout cela sous la pression de sa mère, qu'il aimait réellement Manon. Cependant, Manon rejeta sa main avec dégoût. Elle ne se laisserait plus avoir. La farce de Lucas était terminée et le rideau était tombé de force. Manon approcha son visage de l'oreille de Lucas, chuchotant doucement pour que seul Lucas puisse l'entendre. Elle dit quelque chose qui fit que les yeux de Lucas s'écarquillèrent, plus grands que lorsqu'il avait vu la vidéo de sécurité. Manon dit que le jeu n'était pas encore vraiment terminé. Elle rappela à Lucas une petite chose qui s'était produite dans la voiture plus tôt, un détail insignifiant qui était passé inaperçu pour Lucas, trop occupé par son propre ego. Le murmure de Manon fut comme la clé qui ouvrait la porte de l'enfer pour Lucas. Une dernière surprise préparée par Manon comme dessert de sa vengeance élégante. Lucas restait immobile sur sa chaise,
traitant le murmure de Manon qui venait de se glisser dans son oreille comme un vent froid qui glace les os. Les mots de Manon tournaient dans sa tête, se superposant au bruit de la salle du conseil qui devenait de plus en plus incontrôlable. Manon venait de parler de la bouteille d'eau minérale qu'il avait bu dans la voiture en route vers le bureau. La bouteille d'eau minérale que Lucas croyait scellée et sûre, qu'il avait bu jusqu'à la dernière goutte à cause des nerfs et de la soif qui le harcelaient avant sa grande présentation. Manon recula d'un pas, regardant Lucas avec un léger sourire plein de sens. Elle reprit la parole, cette fois assez fort pour être entendue par Léo et la police qui se trouvaient à proximité, mais cela semblait toujours intime et terrifiant pour Lucas. Manon dit qu'en tant qu'épouse dévouée, elle ne supportait pas de voir son mari fatigué et assoiffé. C'est pourquoi, avant de partir, Manon avait préparé une vitamine spéciale dans l'eau de Lucas. La même vitamine exacte que Lucas lui préparait la nuit dernière et ce matin. La différence était que Manon lui avait donné une dose beaucoup plus généreuse car elle savait que son mari avait besoin d'énergie supplémentaire pour affronter ce jour de jugement. Lucas sentit son cœur s'arrêter de battre un instant. Ses mains touchèrent son propre cou, comme s'il voulait vomir l'eau qui s'était déjà mélangée à son sang. Il se souvint que le goût de l'eau était un peu amer, mais il l'ignora, pensant que c'était juste l'effet du dentifrice ou de ses propres nerfs. Il s'avère que ce goût amer était le goût de sa destruction. La substance psychotrope circulait maintenant dans tout son système, attendant le bon moment pour faire exploser sa raison. Soudain, Lucas sentit que la pièce devenait très chaude. L'air de la climatisation, autrefois frais, lui brûlait maintenant la peau. Il desserra brusquement sa cravate. Sa respiration commença à s'accélérer. Sa vue commença à se brouiller. Les visages des gens autour de lui commencèrent à se déformer. Le visage de Manon, beau et calme, s'allongea lentement. Ses yeux s'agrandirent et devinrent rouges vifs, comme si Manon se transformait en une figure monstrueuse et terrifiante. Lucas se frotta les yeux, espérant que sa vision reviendrait à la normale, mais la vision devenait de plus en plus réelle. L'effet de la drogue agissait beaucoup plus vite que prévu, car Lucas l'avait bu à jeun et avec un niveau de stress élevé. Des hallucinations visuelles commencèrent à l'attaquer les unes après les autres. Il voyait les actionnaires non plus comme des humains, mais comme des monstres avec des crocs prêts à le déchiqueter. La longue table de réunion semblait bouger comme un serpent géant enroulant son corps. Le sol sous ses pieds semblait trembler violemment comme s'il y avait un tremblement de terre massif. Bien que la pièce soit immobile, Lucas se mit à crier hystériquement. Il sauta de sa chaise, heurtant le policier qui le gardait. Il criait à l'aide, disant qu'il y avait des démons qui voulaient le manger. Il pointait Manon d'un doigt tremblant, hurlant que Manon était une sorcière invoquant des esprits malins. Les personnes présentes, voyant le comportement de Lucas, reculèrent, effrayés. Ils ne voyaient pas ce que Lucas voyait. Ce dont ils étaient témoins, c'était juste un homme adulte, perdant soudainement la raison, criant dans le vide et effrayé par sa propre ombre. Lucas tomba à quatre pattes sur le sol, se couvrant la tête des deux mains. Il délirait des choses insensées, mélangeant des confessions de péché avec des peurs absurdes. Il criait le nom de sa mère, suppliant sa mère de chasser les chats noirs qu'il voyait entourer ses jambes. Il criait à propos de l'argent, du coffre-fort, de son plan pour empoisonner Manon. Tout sortait de sa bouche écumante sans contrôle. L'hallucination le forçait à vomir toute la vérité qu'il avait cachée aussi. Quelle ironie! Le scénario de folie qu'il avait préparé pour Manon lui arrivait maintenant à lui-même, à l'endroit et au moment exact qu'il avait prévu. Chloé, en voyant Lucas devenir fou, paniqua encore plus. Elle tenta de courir vers la sortie de secours, mais ses pas s'arrêtèrent en trébuchant sur ses propres pieds tremblants. Elle tomba face contre terre et c'est alors que la police lui passa immédiatement les menottes. Chloé pleurait à chaudes larmes en voyant son frère adoptif et mari secret rouler sur le sol comme un possédé. Cette scène devint la preuve la plus forte pour tout le monde dans la salle que c'était Lucas qui était réellement instable, pas Manon. Le docteur Nicolas, également maîtrisé par la police, ne pouvait que secouer la tête en voyant l'état de Lucas. En tant que médecin, il connaissait exactement ses symptômes. C'était une réaction de surdose aiguë à la drogue hallucinogène qu'il avait illégalement prescrite à Lucas. Il savait qu'il n'y avait pas d'antidote instantané pour cette condition. Lucas devrait passer par ce voyage horrible jusqu'à ce que l'effet de la drogue passe naturellement, ce qui pourrait prendre des heures, voire des jours. Le médecin baissa la tête de honte, réalisant que sa carrière était terminée. Manon resta immobile au milieu du chaos, comme un pilier de pierre au milieu de la tempête. Elle regardait Lucas avec un regard difficile à interpréter.
Il y avait de la pitié, mais ce sentiment était recouvert par l'épaisseur de la douleur que Lucas avait causée. Elle vit son mari ramper vers ses pieds, non pas pour demander pardon, mais parce qu'il pensait que les jambes de Manon étaient un pilier où se réfugiaient des monstres dans sa tête. Lucas serra les jambes de Manon en pleurant comme un bébé. La morve et les larmes mouillaient la robe de Manon. Manon ne bougea pas. Elle laissa Lucas sentir à quel point sa position était basse. Léo fit alors signe à la police de maîtriser immédiatement Lucas avant qu'il ne se blesse ou ne blesse les autres. 3 agents s'avancèrent et, avec difficulté, tentèrent de contenir Lucas qui se débattait sauvagement. Lucas donnait des coups de pied et des coups de poing aveuglément, criant qu'ils étaient une armée de démons envoyés pour l'entraîner en enfer. Il fallut une force supplémentaire pour finalement pouvoir lui mettre les menottes aux 2 mains et le forcer à se lever. Lucas continuait de se débattre. Ses yeux regardaient sauvagement le plafond. Sa bouche continuait de marmonner des noms inconnus. Manon fit finalement un pas en arrière, se libérant de l'emprise de Lucas. Elle arrangea ses vêtements un peu froissés par l'agrippement de Lucas. Elle regarda les actionnaires qui restaient pétrifiés de choc. D'une voix calme et autoritaire, Manon s'excusa pour le désagrément et le drame survenu aujourd'hui. Elle dit que la réunion serait reportée jusqu'à ce que la situation soit propice et garantit que l'entreprise serait immédiatement nettoyée de tous les éléments criminels qui l'avaient lésée. Alors que Lucas était traîné hors de la salle par la police, il se retourna pour regarder Manon une dernière fois. Dans la vision hallucinatoire de Lucas, Manon semblait briller très fort, éblouissant ses yeux, comme si elle était l'ange de la mort qui venait de signer sa sentence. Lucas poussa un long cri, un cri de désespoir qui résonna dans le couloir du bâtiment, marquant la fin de la carrière, de l'ambition et de la raison d'un homme qui fut trop avide de poursuivre le monde jusqu'à oublier le karma. Manon soupira profondément après que la porte de la salle du conseil se fut refermée, emportant les cris de Lucas. Le silence enveloppa de nouveau la salle. Léo tapota doucement l'épaule de Manon, lui apportant un soutien moral. Manon sourit légèrement au jeune avocat. Puis elle regarda Stéphane qui se tenait dans un coin. L'homme d'âge mûr hocha la tête avec respect et un sourire de fierté, comme s'il voyait son élève réussir l'examen le plus difficile de la vie. Manon savait que son combat physique était terminé, mais le combat pour retrouver son cœur et le bon nom de l'entreprise venait de commencer. Mais au moins, le vrai poison, ces humains toxiques, avait été expulsés de sa vie pour toujours. Le chaos dans la salle du conseil s'estompa lentement après que Lucas et Chloé eurent été emmenés de force par la police. L'écho des cris hystériques de Lucas semblait encore flotter dans l'air, laissant une trace de profond malaise chez quiconque l'avait entendu. Manon se tenait toujours à sa place, regardant les portes doubles qui venaient de se refermer. Ses épaules, qui avaient été tendues, commencèrent à se détendre lentement. Elle prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de la liberté mélangée à des restes de tension. Autour d'elle, les actionnaires et le conseil d'administration restaient figés dans le silence, essayant de digérer le drame criminel qui venait de se révéler devant eux. Personne n'osait parler jusqu'à ce que Manon se retourne et les regarde un par un avec un regard calme mais autoritaire. Léo, le jeune avocat efficace, prit le contrôle de la situation technique. Il demanda au personnel de sécurité d'ouvrir les fenêtres et d'allumer complètement les lumières de la salle pour changer l'atmosphère sombre. Avec agilité, Léo distribua des copies des documents originaux prouvant que Manon était la seule propriétaire légitime et possédait une pleine santé d'esprit. Manon s'adressa alors aux personnes présentes, s'excusant une fois de plus pour les désagréments et leur assurant que les opérations de l'entreprise se poursuivraient normalement dès demain matin. Elle souligna qu'un audit complet serait immédiatement mené pour retrouver chaque centime qui avait été détourné par son mari. L'attitude professionnelle et forte de Manon restaura instantanément la confiance des investisseurs. Ceux qui doutaient de Manon la regardaient maintenant avec un nouveau respect. Un par un, ils saluèrent Manon, lui apportant leur soutien et condamnant les actes vils de Lucas. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, une fausse paix enveloppait encore la luxueuse maison où Monique attendait des nouvelles. La femme était assise détendue sur le canapé du salon, dégustant un thé sucré chaud et des biscuits. Elle avait les pieds posés sur la table basse, une mauvaise habitude qu'elle n'osait jamais avoir si Manon était à la maison. Son visage était radieux, imaginant qu'à ce moment, son fils dirigeait la réunion avec panache après avoir envoyé la belle-fille qu'elle considérait comme stupide à l'asile. Dans son esprit, Monique avait déjà fait une nouvelle liste de courses. Elle voulait acheter un ensemble de bijoux en diamant qu'elle avait vu la veille et peut-être rénover sa chambre pour qu'elle soit plus luxueuse. Monique regarda l'horloge murale. La réunion aurait dû être terminée.
Elle attrapa son téléphone avec l'intention d'appeler Lucas ou Chloé pour entendre les nouvelles de leur victoire. Mais avant que ses doigts ne puissent appuyer sur le bouton d'appel, un grand coup se fit entendre à la porte d'entrée. Ce n'était pas le toc poli d'un invité, mais des coups brusques et des cris fermes ordonnant aux habitants de la maison de sortir. Le cœur de Monique fit un bond, le verre de thé dans sa main glissa et se brisa en morceaux sur le sol, renversant le liquide brun collant sur le tapis cher. Un mauvais pressentiment l'envahit instantanément, mais son ego refusait d'y croire. Elle pensa que c'était peut-être des collecteurs de dettes des cartes de Lucas qui s'étaient trompés d'adresse. D'un pas tremblant et le visage en colère, Monique se dirigea vers la porte. Elle avait l'intention de réprimander quiconque oserait troubler son confort. Cependant, en ouvrant la porte, les insultes restèrent coincées dans sa gorge. Devant elle se tenaient 3 policiers en uniforme et 2 agents en civil. Derrière eux, on voyait la voiture de patrouille avec les gyrophares bleus allumés, attirant l'attention des voisins qui commençaient à sortir de leur maison pour regarder. Monique recula d'un pas, le visage pâle comme un cadavre, demandant en bégayant ce qu'il voulait dans la maison de gens respectables. L'un des policiers montra le mandat d'arrêt et de perquisition. L'agent expliqua fermement que Monique était arrêtée pour suspicion d'implication dans une affaire de tentative de meurtre avec préméditation, d'escroquerie, de détournement de fonds et de complot criminel avec Lucas et Chloé. Monique cria hystériquement. Elle rejeta les accusations en bloc. Elle cria qu'elle était une mère dévouée et ne pouvait pas faire une chose aussi vile. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes, essayant de manipuler la compassion des agents, mais la police ne se laissa pas émouvoir. Ils entrèrent dans la maison et commencèrent à fouiller chaque pièce. Dans la chambre de Monique, la police trouva des preuves irréfutables. Dans le tiroir de son armoire étaient cachées plusieurs boîtes de bijoux de luxe dont les reçus d'achat étaient au nom de l'entreprise de Manon. Ils trouvèrent également plusieurs flacons de médecine à base de plantes qui s'avérèrent être mélangés à de la poudre sédative, reste du mélange qu'elle donnait habituellement à Manon. Le plus incriminant. Dans la poubelle de la cuisine, la police trouva un emballage de Morora et des restes de nourriture pour chat, identiques à ceux trouvés dans l'estomac du cadavre du chat sur la terrasse arrière. Apparemment, l'employé de maison à l'heure qui était venu cet après-midi avait vu le cadavre du chat et avait informé le gardien de la résidence, qui devint un témoin supplémentaire pour la police. Monique fut traînée hors de la maison, les mains menottées. Elle se débattait, insultant Manon, la traitant de fille ingrate. Les voisins, à qui elle se vantait toujours de sa fausse richesse, la regardaient maintenant avec dégoût et moquerie. La honte que ressentait Monique était bien plus douloureuse que les menottes en métal qui serraient ses poignets. Elle fut introduite dans la voiture de police comme une criminelle ordinaire. Ses rêves de vie luxueuse se brisèrent en un instant, remplacés par l'image de barreaux froids et lugubres. Au commissariat de police, Manon arriva accompagnée de Léo pour donner une déposition supplémentaire. Manon vit Chloé être interrogée dans une salle avec un miroir sans teint. La jeune femme, autrefois à la mode et arrogante, semblait maintenant désemparée. Le maquillage coulait par les larmes, les cheveux en désordre et les yeux gonflés. En voyant Manon passer dans le couloir, Chloé se leva et frappa la vitre en criant, demandant de l'aide. Elle suppliait Manon de retirer sa plainte. Chloé soutenait qu'elle ne faisait que suivre les ordres de Lucas, qu'elle était menacée et qu'elle voulait en réalité prévenir Manon mais avait peur. Manon la regarda simplement fugacement sans expression et continua son chemin. Elle savait que c'était des larmes de crocodile. Chloé était le cerveau derrière l'idée des vacances et du détournement de fonds, aussi diabolique que Lucas. Léo communiqua alors la nouvelle qui désespéra encore plus les suspects. Tous les actifs de Lucas, y compris la berline qu'il était en train de payer, les comptes bancaires personnels et les investissements frauduleux, avaient été officiellement gelés par les autorités. Léo avait également intenté une action civile pour saisir les biens personnels de Monique et Chloé afin de rembourser les pertes de l'entreprise qui s'élevaient à des millions d'euros. Cela signifiait que non seulement il pourrirait en prison, mais qu'il tomberait dans la misère la plus absolue. Il n'y aurait pas d'argent pour des avocats chers ni pour une vie confortable en cellule. Ce soir-là, Manon retourna dans sa grande maison. La maison était maintenant vide et silencieuse. Il n'y avait pas de rire faux de Monique, pas de plainte mielleuse de Chloé et pas de salutations manipulatrices de Lucas. Manon s'assit sur le canapé du salon, l'endroit où on lui mentait souvent. Elle regarda autour de la pièce qui semblait maintenant très vaste. Au début, la solitude l'envahit, mais peu à peu, ce sentiment se transforma en une tranquillité extraordinaire. C'était comme si elle venait de guérir d'une maladie chronique mortelle. Manon ferma les yeux, laissant couler une larme,
non pas par tristesse d'avoir perdu son mari, mais comme un moyen de libérer les émotions pour la souffrance qu'elle avait endurée. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, Manon put dormir profondément sans peur, sans chuchotement dans les murs et sans somnifère. Elle dormit dans l'étreinte de la vérité qu'elle avait conquise. Un mois s'était écoulé depuis que la grande tempête avait frappé la vie de Manon. Le temps, bien que marchant lentement, commençait à guérir les blessures invisibles. La ville reprit sa routine et le nom de Lucas et de sa famille fit la une des journaux locaux comme le scandale d'escroquerie familiale le plus honteux de l'année. Cependant, comme toute nouvelle sensation, l'attention du public se détourna lentement, laissant les coupables récolter la tempête qu'ils avaient semée en silence et en souffrance, loin des caméras. Ce matin-là, Manon était assise dans son fauteuil de bureau. La lumière du soleil matinal entrait par la grande baille vitrée dans son dos, créant un halo de lumière qui la faisait paraître brillante. Elle portait un tailleur de travail bleu marine élégant. Son visage semblait frais et beaucoup plus sain qu'il y a un mois. Il n'y avait pas de cernes et ses joues avaient une rougeur naturelle. Manon lisait le rapport final remis par Léo. Le rapport contenait le résumé de la sentence judiciaire et l'état de l'exécution des biens des condamnés. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres en lisant le sort de ceux qui avaient tenté de la détruire. Lucas fut condamné à 12 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, tentative de meurtre avec préméditation, falsification de documents, détournement de fonds et abus de stupéfiants. En raison de son état mental gravement endommagé par la surdose lors de son arrestation, Lucas devait purger le début de sa peine dans l'unité psychiatrique pénitentiaire de haute sécurité. Le rapport mentionnait que Lucas criait souvent seul la nuit, appelant Manon et sa mère alternativement, vivant dans une peur permanente des monstres qu'il avait lui-même créés. L'homme qui adorait tant son apparence était maintenant décharné, la tête rasée et le regard perdu. Il avait tout perdu, la beauté, la raison et la liberté. Chloé reçut une peine de 8 ans. Sa culpabilité fut prouvée dans la falsification d'identité, de passeport et d'état civil, ainsi que sa complicité dans les crimes de Lucas. Dans la prison pour femmes, Chloé, habituée à la vie facile, devint la cible des autres détenus. Les dernières nouvelles disaient qu'elle devait travailler à la blanchisserie de la prison, lavant les vêtements d'autres prisonnières avec ses mains fines qui ne touchaient autrefois que des sacs de marque. Elle pleurait souvent en demandant de la crème pour le visage, des requêtes ridicules que personne ne satisfaisait. Le sort de Monique ne fut pas moins tragique. Bien qu'elle n'ait pas été emprisonnée aussi longtemps que Lucas en raison de son âge, elle reçut 5 ans. Mais la punition sociale et économique fut bien plus douloureuse. Sa maison de luxe fut saisie et vendue aux enchères. Tous ses bijoux et biens de luxe furent confisqués. Maintenant, Monique n'avait vraiment plus rien. Léo raconta que même les parents éloignés ne voulaient pas lui rendre visite ou l'aider par honte. La vieille femme, obsédée par le statut, passait maintenant sa vieillesse derrière les barreaux, seule, marquée comme une mère qui avait échoué à éduquer son fils et une belle-mère maléfique. Manon ferma le dossier et le mit dans le tiroir. Elle ne ressentait pas une satisfaction explosive, mais une gratitude tranquille. La justice avait été rendue de manière parfaite. Manon se leva de sa chaise, prit son sac à main, le même sac qu'elle avait oublié ce soir-là, mais maintenant elle le tenait fermement. Elle avait un déjeuner important aujourd'hui, non pas avec des clients, mais avec quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. La voiture de Manon traversa les rues de Lyon en direction du bistrot où tout a commencé. Le bistrot semblait plus fréquenté que d'habitude. Depuis que l'affaire de Manon avait éclaté, la réputation du bistrot avait grimpé, car il était considéré comme ayant un système de sécurité avancé et une direction intègre protégeant ses clients. Manon entra avec une étrange sensation de nostalgie. Elle ne ressentait plus ni peur ni traumatisme. Ce lieu avait été témoin de la trahison, mais aussi de sa renaissance. Stéphane l'attendait déjà à la même table, la numéro 12, mais cette fois préparée pour 2 seulement. Stéphane accueillit Manon avec un sourire chaleureux et sincère, non pas le sourire formel d'un gérant, mais celui d'un ami. Manon lui rendit son sourire et salua Stéphane avec gratitude. Ils s'assirent face à face. Sur la table, il y avait déjà des plats spéciaux cuisinés par le chef sous les instructions de Stéphane. Manon ouvrit la conversation en exprimant son intention. Elle sortit une enveloppe épaisse de son sac. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, mais un acte notarié. Manon expliqua qu'elle venait d'acheter la majorité des actions du bistrot à l'ancien propriétaire qui prenait sa retraite. Et en tant que nouvelle propriétaire, la première décision de Manon était de nommer Stéphane directeur des opérations,
avec une participation actionnariale significative. Manon voulait que Stéphane dirige entièrement le bistrot car elle savait qu'il était entre les mains de la personne la plus honnête et la plus dévouée. Stéphane resta stupéfait, les yeux larmoyants. Il ne s'attendait pas à ce que sa bonté en sauvant une cliente porte de tels fruits. Il refusa doucement au début, estimant que c'était trop. Mais Manon insista. Elle dit que Stéphane ne lui avait pas seulement sauvé la vie du poison, mais aussi son avenir du poison de la vie. Sans Stéphane qui avait regardé les caméras et osé agir, Manon serait peut-être maintenant dans un asile, vraiment folle à cause des drogues. Finalement, Stéphane accepta l'offre avec émotion. Ils trinquèrent avec des verres de jus d'orange naturel, une boisson saine et pure, sans poison, sans tromperie. Manon leva son verre, regarda Stéphane et dit doucement « À une nouvelle vie et aux bonnes personnes que Dieu envoie juste à temps ». Stéphane hocha la tête fermement. « À Madame Manon, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » Le déjeuner se déroula entre les rires. Manon sentit le fardeau disparaître complètement. En regardant la caméra de sécurité dans le coin qui avait enregistré le crime de Lucas, Manon sourit légèrement. Elle se promit qu'à partir d'aujourd'hui, elle serait plus prudente, mais ne fermerait pas complètement son cœur. Elle irait de l'avant, dirigeant son entreprise, profitant de sa vie et étant une femme entièrement libre. À la fin du déjeuner, Manon sortit du bistrot vers sa voiture. Le vent de l'après-midi soufflait doucement sur son visage. Elle regarda le ciel bleu dégagé de la région. L'image de Lucas, Monique et Chloé s'estompait lentement de sa mémoire, se transformant en poussière du passé qui ne faisait plus mal. Manon monta dans la voiture, mit le moteur en marche et s'éloigna du bistrot. Dans le rétroviseur, elle vit Stéphane lui faire un signe de la main. Manon sourit, mit sa musique préférée et conduisit vers un avenir brillant, seul, mais pas solitaire, car maintenant elle savait elle-même, complète à nouveau, et c'était plus que suffisant.